Lors de l'audience de divorce, mon mari était plein d'arrogance. Vous ne toucherez plus jamais à mon argent. Sa maîtresse a souri, elle ne mérite pas un seul centime. Le juge a ouvert ma lettre, l'a parcourue, puis a éclaté de rire. Il a dit doucement, « Oh. Cela est bon. » Leurs visages ont pâli de peur. La salle d'audience a éclaté de rire, mais pas à cause de moi. Mon mari s'est adossé à sa chaise, avec un sourire en coin, tout en chuchotant à sa petite amie. Après aujourd'hui, elle ne verra plus jamais un seul centime de mon argent. Elle a souri comme si elle avait déjà gagné. Même ma belle famille m'a regardé avec pitié. Je n'ai pas discuté. Je n'ai pas pleuré. Au lieu de cela, j'ai doucement remis au juge une lettre scellée que j'avais écrite la nuit précédente. Il l'a ouverte, a lu la première page, puis a fait une pause. Un lent sourire a traversé son visage. Il a regardé directement mon mari et a dit doucement, « Eh bien, cela change tout. Je m'appelle Nathalie Brox et j'ai 46 ans. Pendant 18 ans, j'ai cru avoir le genre de mariage que les gens enviaient secrètement. Non pas parce que nous étions parfaits, mais parce que nous formions une équipe. Quand Ethan a accepté un meilleur travail à 3 états de distance, j'ai laissé une promotion derrière moi sans me plaindre. Quand son entreprise exigeait des nuits tardives et des voyages constants, je gérais tout à la maison. Les factures, les réparations, les vacances, les anniversaires, les réunions de famille, je faisais tourner nos vies pendant qu'il se concentrait sur la construction de sa carrière. Chaque succès qu'il célébrait ressemblait à notre succès. Du moins, c'est ce que je croyais. Au moment où Ethan est devenu cadre supérieur dans un cabinet de conseil financier, nos vies semblaient impressionnantes de l'extérieur. Nous vivions dans une belle maison, conduisions des voitures fiables et ne nous inquiétions jamais de payer les factures. Mais quelque part en cours de route, les conversations sont devenues des emplois du temps, les soirées en amoureux sont devenues des réunions annulées. Je me rattraperai le week-end prochain est devenue sa phrase préférée. Le week-end prochain n'est jamais arrivé. Puis un soir, de retour de ce qu'il a appelé une autre conférence d'affaires, Ethan s'est assis en face de moi à la table de la cuisine et a calmement prononcé les mots qui ont tout changé. Je pense que nous nous sommes éloignés. C'était tout. Pas de cris, pas de dispute dramatique, juste une phrase soigneusement répétée. Il a insisté sur le fait que personne n'était à blâmer. Parfois, les gens changeaient simplement. J'ai pleuré. Il ne l'a pas fait. 2 semaines plus tard, alors que je retrouvais un ami pour déjeuner en ville, j'ai vu par hasard Ethan entrer dans un restaurant chic. Il n'était pas seul. Sa main reposait confortablement sur le dossier de la chaise d'une jeune femme alors qu'ils riaient ensemble. Elle ne pouvait pas avoir beaucoup plus de 30 ans. Quand je l'ai reconnue plus tard sur le site web de l'entreprise, tout a pris un sens. Elle travaillait dans son département. Soudain, chaque conférence, chaque réunion tardive, chaque dîner d'anniversaire annulé prenait tout son sens. Les papiers du divorce sont arrivés moins d'1 mois plus tard. Lors de la médiation, Ethan s'est transformé en quelqu'un que je reconnaissais à peine. « Tu t'en sortiras très bien », a-t-il dit avec un sourire suffisant. « Ne prétendons pas que tu as aidé à construire ma carrière. J'ai tout mérité. » Son avocat a à peine réagi. Apparemment, ils avaient déjà entendu des discours de ce genre. La femme du restaurant attendait parfois devant le bureau de médiation. Chaque fois que je passais devant, elle souriait poliment, presque comme si elle avait pitié de moi. Ce n'était pas assez cruel pour s'en plaindre, mais cela faisait mal quand même. Mes amis m'ont exhorté à exposer l'affaire publiquement ou à me battre pour chaque dollar. Au lieu de cela, je suis restée silencieuse. Alors qu'Ethan croyait que j'étais submergée par le divorce, j'ai passé mes soirées à examiner d'anciennes déclarations de revenus, des relevés bancaires, des rapports d'investissement et des dossiers commerciaux que nous avions accumulés pendant près de 2 décennies ensemble. Au début, j'essayais simplement de comprendre nos finances. Puis j'ai remarqué quelque chose qui n'avait pas de sens. Un transfert inhabituel est devenu plusieurs. Plusieurs sont devenus un modèle s'étendant sur des années. Plus je regardais attentivement, plus j'avais de questions. Je n'ai pas confronté Ethan. Je ne l'ai pas dit immédiatement à mon avocate. Au lieu de cela, la nuit précédant notre audience finale, je me suis assise seule à ma table de salle à manger et j'ai écrit une seule lettre. Elle n'était pas émotionnelle. Elle n'était pas en colère. Elle orientait simplement le juge vers des faits qui, selon moi, méritaient un examen plus approfondi.
Le lendemain matin, je l'ai plié soigneusement, j'ai scellé l'enveloppe et je suis entré dans le palais de justice, sachant que tout était sur le point de changer. La salle d'audience semblait étrangement calme ce matin-là. Pas paisible, mais confiante pour tout le monde sauf moi. Ethan est entré en portant l'un de ses costumes bleu marine sur mesure, riant avec son avocat comme s'il arrivait pour une réunion d'affaires au lieu de mettre fin à un mariage de 18 ans. Il m'a à peine regardé avant de prendre place. La femme de son bureau était assise tranquillement dans la galerie. Elle ne faisait pas officiellement partie de l'affaire. Elle voulait simplement regarder. Au début de l'audience, Ethan s'est penché vers son avocat et a chuchoté quelque chose qui les a fait sourire tous les deux. Quelques instants plus tard, alors que nous attendions que le juge examine les documents d'ouverture, Ethan a jeté un coup d'œil à travers la salle d'audience. « Tu sais, a-t-il dit juste assez fort pour que j'entende. Après aujourd'hui, tu n'auras plus jamais à t'inquiéter pour mon argent. » Sa petite amie a eu un sourire en coin. « Je te l'avais dit, a-t-elle chuchoté. Elle ne mérite pas un seul centime. » J'ai baissé les yeux vers le dossier posé sur mes genoux. Je n'étais pas venu pour me disputer. J'étais venu préparer. Le juge a examiné les dossiers préliminaires avant de lever les yeux. « Maître, a-t-il dit calmement. Avant de continuer, l'une des parties a-t-elle des informations supplémentaires que le tribunal devrait prendre en considération ? » Mon avocate m'a regardé. J'ai hoché la tête. « Votre honneur, a-t-elle dit respectueusement. Ma cliente aimerait soumettre une dernière lettre scellée avec plusieurs documents financiers justificatifs qui ont récemment été portés à son attention. » La salle d'audience est devenue visiblement plus silencieuse. L'huissier a remis l'enveloppe au juge. Il l'a ouverte soigneusement. Au début, il a simplement parcouru la première page. Puis ses yeux ont ralenti. Il est retourné au début, a relu le paragraphe d'ouverture. Sans dire un mot, il a attrapé les dossiers financiers joints. Une page est devenue une autre, puis une autre. Son expression est passée d'une douce curiosité à une concentration totale. À l'autre bout de la pièce, le sourire confiant d'Ethan s'est effacé. Son avocat s'est penché en avant. « Votre honneur » a-t-il demandé prudemment. Le juge a levé une main sans quitter les documents des yeux. Un instant. Une autre minute s'est écoulée. Cela a semblé durer 10 minutes. Finalement, le juge a regardé directement Ethan. « Monsieur Brooks » a-t-il dit d'une voix égale. « J'aimerais des éclaircissements concernant plusieurs transferts financiers reflétés dans ces dossiers. » Ethan a cligné des yeux. « Quels transferts ? » Les transferts impliquant des comptes qui n'apparaissent nulle part dans votre déclaration financière. Je ne suis pas sûr de ce à quoi vous faites référence. Le juge a soulevé un autre document. Ce compte se terminant par 4178. Est-ce le vôtre ? Ethan a hésité. Oui, mais cela n'est pas pertinent. Cette décision appartient au tribunal. Le silence à l'intérieur de la salle d'audience est devenu presque insupportable. Même la petite amie d'Ethan a cessé de sourire. Le juge a continué à examiner les documents. Puis il a repris ma lettre une fois de plus. Un léger sourire a traversé son visage. Pas de l'amusement, de la reconnaissance. Il a doucement posé les papiers avant de regarder vers les deux avocats. Le tribunal va faire une brève suspension de séance. Il a fait une pause. Ces documents nouvellement soumis soulèvent des questions qui méritent un examen attentif avant que cette audience ne se poursuive. Pour la première fois de la matinée, Ethan avait l'air sincèrement nerveux. Alors que tout le monde se levait, il m'a dévisagé à travers la salle d'audience. J'ai simplement fermé mon dossier. J'avais attendu des mois pour que la vérité soit vue. Maintenant, elle l'était enfin. Quand l'audience a repris 30 minutes plus tard, l'atmosphère à l'intérieur de la salle d'audience avait complètement changé. La confiance qu'Ethan avait affichée toute la matinée avait disparu. Son avocat avait l'air beaucoup plus sérieux qu'auparavant, organisant discrètement des papiers tout en chuchotant quelque chose que je ne pouvais pas entendre. Ethan a hoché la tête à plusieurs reprises, mais son expression racontait une histoire différente. Il n'était plus confiant. Il était inquiet. Le juge a ajusté ses lunettes et a regardé directement les deux parties. Après avoir examiné les documents nouvellement soumis, a-t-il commencé, le tribunal a identifié des informations qui n'étaient pas entièrement reflétées dans les déclarations financières soumises précédemment. Personne n'a parlé.
La pièce était silencieuse. Ethan a bougé inconfortablement sur sa chaise. Son avocat s'est levé. Votre honneur, mon client aimerait avoir l'occasion de clarifier ses dossiers. Vous en aurez l'occasion, a répondu le juge calmement. Mais d'abord, j'ai plusieurs questions. Pendant les 20 minutes suivantes, le juge a parcouru minutieusement les documents financiers. Chaque transfert, chaque compte, chaque investissement, chaque mouvement d'argent inexpliqué. Les réponses qu'Ethan donnait devenaient de plus en plus courtes à chaque fois. Je ne me souviens pas. Je devrais vérifier. Je pensais que ce compte avait déjà été divulgué. Le juge est resté patient. Donc, vous dites que ces omissions étaient accidentelles? Ethan a hésité. Je le crois. Le juge a jeté un coup d'œil vers les documents une fois de plus. Le tribunal déterminera leur importance après avoir examiné toutes les preuves disponibles. Puis il m'a regardé. Madame Brox, étiez-vous au courant de ces dossiers financiers avant de vous préparer pour cette audience? Non, votre honneur. Qu'est-ce qui vous a poussé à enquêter? J'ai pris une lente inspiration. Je ne cherchais pas à me venger. Je voulais simplement comprendre nos finances après 18 ans de mariage. Plus j'examinais les dossiers, plus je réalisais qu'il y avait des questions importantes qui méritaient des réponses honnêtes. Le juge a hoché la tête. Je vous remercie. Quelques minutes plus tard, après avoir entendu les deux avocats, il a rendu sa décision. Parce que des informations financières supplémentaires avaient été portées devant le tribunal, la division des biens reflèterait la succession matrimoniale complète plutôt que les divulgations incomplètes initialement présentées. Il a souligné que l'équité dépend d'informations précises des deux parties et que le résultat final doit être basé sur le dossier complet. Pour la première fois depuis qu'Ethan avait demandé le divorce, j'ai senti le poids sur mes épaules commencer à se lever, non pas parce qu'il avait perdu, mais parce que la vérité avait enfin été entendue. À l'extérieur du palais de justice, Ethan a essayé de s'approcher de moi. Nathalie. Je me suis arrêté de marcher mais je ne me suis pas retourné. Je n'ai jamais voulu que les choses se terminent comme cela. J'ai souri tristement. Elles ne se sont pas terminées de cette façon, Ethan. Elles se sont terminées au moment où l'honnêteté a cessé de faire partie de notre mariage. Puis je me suis dirigé vers ma voiture sans me retourner. Des mois plus tard, j'ai déménagé dans une maison plus petite, j'ai accepté un poste de direction que j'avais autrefois eu peur de briguer, et j'ai lentement reconstruit une vie qui m'appartenait entièrement. En y repensant, j'ai réalisé que la lettre n'avait pas changé le résultat par elle-même. Elle avait simplement orienté tout le monde vers la vérité. Et parfois, la voix la plus forte dans une salle d'audience n'est pas la plus bruyante. C'est celle soutenue par l'honnêteté, la préparation et le courage de finalement parler. Cette histoire est entièrement fictive et destinée uniquement à des fins de divertissement et d'éducation.